bonjour à vous tous, courageux lors du déjeuner. Voilà. Donc c'est l'équipe dépression antidépresseur que nous co-animons, Alain Gardier et moi, qui va vous faire la présentation aujourd'hui. Alors on a décidé, pour bien illustrer notre partenariat préclinique clinique, qui est une présentation duo. Hein, et donc voilà, je vous présente donc Anne-Cécile Petit, qui est quelqu'un qui travaille énormément, qui a fait beaucoup de choses. Alors elle est interne de psychiatrie, mais avant de devenir médecin, et elle va soutenir sa thèse de médecine dans quelques jours, elle a terminé son internat. Avant de devenir médecin, elle a fait autre chose, c'est-à-dire qu'elle a fait de la biologie à l'école normale. Donc on est ravis qu'elle travaille avec nous dans l'équipe, et elle va venir comme chef de clinique dans le service de psychiatrie de Bicêtre où moi je travaille. Voilà. Elle a déjà travaillé en lien avec Alain Gardier, Jean-Philippe Guillou, Denis David et l'ensemble de l'équipe de Châtelet que Alain ne manquera pas de présenter. Et voilà, vas-y. Donc ensuite, après la présentation d'Anne-Cécile, ce sera Jean-Philippe Guillou qui est au premier rang, qui vous présentera donc les résultats qu'on a obtenus. On a choisi ce matin de faire une présentation sur les résultats d'une ANR qu'on a déposée ensemble, et ça a été l'occasion pour la première fois de travailler sur l'aspect préclinique et clinique en commun avec l'équipe d'Emmanuel. Et donc cette ANR a été financée en juin 2012, et puis il y a eu deux prolongations successives parce que la partie clinique est forcément plus longue et plus lourde que la partie préclinique. Et donc cette ANR court jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'à dans un an. Jusqu'à dans un an, ouais. Donc vous avez là une partie de ce qui va être présenté d'abord par Anne-Cécile sur les résultats cliniques et puis ensuite par Jean-Philippe sur les résultats précliniques. La thématique de cette ANR, c'était résistance aux antidépresseurs, et donc un aspect translationnel qui était très original et qui a été retenu par ce financement. Donc Anne-Cécile, je te laisse la parole. D'accord. Donc je vais vous présenter un travail donc effectué au sein de cette équipe et en particulier en collaboration avec le service de psychiatrie de l'hôpital Bicêtre. Donc ça porte sur l'impact de polymorphisme d'un gène qui s'appelle la bêta-arrestin 2 sur la réponse au traitement antidépresseur chez des patients ayant une dépression. Donc, en premier, je vais vous expliquer brièvement ce qu'est l'approche pharmacogénétique dont là je vais vous présenter un exemple. Donc, en pharmacogénétique, on cherche à voir l'influence de variants génétiques, donc de polymorphisme ou SNP, qu'on appelle en anglais donc Single Nucleotide Polymorphism, sur la variabilité d'un traitement quel qu'il soit. Et alors, on s'intéresse à des variants qui sont juste des substitutions d'une base par une autre, hein, ce n'est pas des modifications génétiques importantes. Et le but d'étudier ces variants est de pouvoir personnaliser au mieux le traitement qu'on peut offrir à un patient en lui proposant un traitement qui serait plus adapté à son bagage génétique. Alors, dans le cadre que je vais vous présenter, il y a différentes approches en pharmacogénétique. Il y a des personnes qui s'intéressent à la pharmacocinétique, c'est-à-dire le métabolisme des médicaments. Là, ce n'est pas ce que je vais vous présenter, c'est une approche pharmacodynamique. Donc, dans la dépression, alors il y a beaucoup d'études qui ont cherché à comprendre ce qui se passait au niveau des traitements antidépresseurs avec différents gènes candidats. Alors, ce sont des gènes des différentes voies connues pour intervenir dans la physiopathologie de la dépression. Alors les voies monoaminergiques, c'est-à-dire les voies sérotoninergiques, noradrénergiques, dopaminergiques, qu'on sait être impliquées dans ce trouble. Donc les personnes ont pris comme gènes candidats des choses assez classiques, les transporteurs, les récepteurs de ces neurotransmetteurs, les enzymes de dégradation ou de synthèse. On sait également que la régulation du stress et donc de l'axe hypothalamo-hypophysaire est impliquée dans la dépression, ainsi que la neuroplasticité. Alors, il y a beaucoup d'études qui ont été faites et qui sont parfois en contradiction. Certains trouvent une association pour un gène, d'autres n'en trouvent pas. Donc, on a recours aux méta-analyses de ces données. Et ce qui ressort dans les méta-analyses les plus récentes, ce sont surtout des gènes, donc des polymorphismes du récepteur 2A à la sérotonine ou du BDNF
donc impliqués dans la neuroplasticité. Et ce qui ressort aussi de ces analyses, c'est qu'il faut faire très attention à l'origine ethnique des populations qu'on étudie, parce que ce qui est vrai dans une population asiatique ne l'est pas forcément dans une population caucasienne, par exemple. Alors, donc, à partir de ces données-là, on peut se dire, bon, est-ce qu'il y a un lien aussi entre ces mécanismes, entre un récepteur à la sérotonine et le BDNF, qu'est-ce qui peut faire le lien? Et donc, on pense aux voies, bien sûr, de signalisation qui sont activées quand un agoniste se lie à un récepteur. Et c'est pour ça que nous, on est allé vers l'étude des bêta-arrestines. Alors les bêta-arrestines, ces protéines-là, là en vert, qui sont des protéines donc, présentes en aval des récepteurs, couplées aux protéines G, et qui sont impliquées dans différents processus, notamment dans le processus de désensibilisation de ces récepteurs. Donc les bêta-arrestines, on sait qu'elles peuvent se mettre en lien avec notamment la clatrine et les vésicules d'endocytose pour internaliser le récepteur suite à la liaison d'un agoniste. Et ce processus va amener donc soit au recyclage du récepteur, soit à sa dégradation. En tout cas, c'est quelque chose qui intervient dans l'extinction du signal. D'autre part, les bêta-arrestines ne font pas que ça, c'est-à-dire que si on prend la partie gauche, dans un premier temps, donc, elles vont certes avoir un lien avec l'internalisation, mais elles vont également intervenir au niveau des protéines G, et ce sont des protéines qui sont en premier lieu inhibitrices et qui vont stopper le signal une fois qu'il a été transduit à partir du récepteur. Et donc ça va donner en fait une activation de la protéine ERK notamment qui est assez transitoire. Mais dans un deuxième temps, on a vu que les bêta-arrestines pouvaient elles-mêmes devenir des recruteurs de molécules de signalisation et recruter ERK directement ou d'autres protéines qui sont dans des molécules du signal intracellulaire. Donc c'est des protéines quand même qui ont des rôles multiples et qui sont particulièrement intéressantes. D'autre part, elles sont couplées à de nombreux récepteurs. Alors nous, ce qui nous intéresse sans doute le plus, c'est qu'on sait qu'elles sont en interaction avec les récepteurs à la sérotonine, mais aussi à la dopamine et à la noradrénaline qui sont donc impliqués dans la dépression, également avec certains récepteurs au glutamate. On sait que ça peut être aussi, ça peut entrer aussi dans la physiopathologie de la dépression. Donc pour toutes ces raisons, on a décidé donc de s'intéresser à ces protéines qui sont codées chez l'homme par deux gènes. Il y a le gène ARB1 donc, qui code la bêta-arrestine 1 et ARB2 qui code la bêta-arrestine 2. Et là, ce que je vais vous présenter, c'est les données sur la bêta-arrestine 2, sur laquelle en fait on n'avait pas de données dans le trouble thymique, donc on a voulu s'y intéresser. Les seules données qu'on avait, c'était que certains polymorphismes étaient associés à la réponse à la méthadone chez des patients dépendants aux opiacés, donc dans une thématique addictologique. Alors, l'objectif de notre étude était de rechercher donc une association potentielle entre 5 polymorphismes qu'on a sélectionnés, dont je vais vous parler, et donc la variabilité de réponse au traitement antidépresseur. Notre critère principal d'étude, c'était de voir l'influence des groupes génotypiques sur la note Hamilton au cours du temps. Alors l'échelle de Hamilton, c'est une échelle utilisée pour évaluer la symptomatologie dépressive et qui est le gold standard dans la dépression. D'autre part, on voulait voir l'influence aussi des groupes génotypiques sur le taux de répondeurs au traitement et le taux de rémission, que je vais vous définir juste après. Pour cela, on a les données d'une cohorte très importante dont les premiers résultats ont été publiés récemment, donc qui est la cohorte METADAP, une cohorte prospective, multicentrique, il y avait sur la France, il y avait différents centres, et elle était d'une durée de 6 mois avec 4 évaluations des patients, une à l'inclusion, une à 1 mois, 3 mois et 6 mois de traitement. Donc on avait 624 patients inclus, présentant un épisode dépressif majeur, et donc c'était justifié par une note supérieure ou égale à 18, donc à l'échelle de Hamilton, qui est donc l'échelle la plus utilisée dans ces troubles. Et les cliniciens
devaient introduire un traitement antidépresseur pour ces patients selon leur pratique courante. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de choix dans l'étude, ça devait se faire selon les habitudes de prescription. C'est-à-dire donc les cliniciens pouvaient prescrire des ISRS, des IRSN, des imipraminiques, d'autres molécules, et même certains patients étaient sous électroconvulsivothérapie ou sous stimulation magnétique, et le choix se faisait selon l'histoire du patient, sa présentation, comme on le fait d'habitude. Les données étaient recueillies, donc à l'inclusion, on avait les données sociodémographiques ainsi que des données rétrospectives sur la maladie, c'est-à-dire le nombre d'épisodes antérieurs, est-ce qu'il y avait eu des traitements antidépresseurs antérieurement, voilà, tout ce type de données. Et on avait donc des données prospectives pour nos critères d'évaluation aux 3 temps, à 1 mois, 3 mois, 6 mois, donc, qui étaient notamment donc, la note à l'échelle de Hamilton. Et donc on regardait également le pourcentage de répondeurs, ce sont les patients qui ont une amélioration, donc qui ont une baisse à leur note Hamilton de plus de 50% par rapport à l'inclusion. Et on avait également donc, les pourcentages de patients en rémission qui présentaient une note Hamilton inférieure ou égale à 7. Ce sont des critères classiques. On a choisi d'étudier 5 polymorphismes de la bêta-arrestine 2. Donc, qui sont des polymorphismes qui sont pour la plupart dans des régions non codantes, soit dans le 3' mutaire, soit dans des introns. Il y en a une dans un exon, mais qui constitue une mutation silencieuse. Pourquoi on a choisi ces polymorphismes? C'est ce qui ressortait de la littérature comme étant des polymorphismes donc, associés à la réponse à la méthadone, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais également ils étaient mis en évidence dans des troubles addictologiques, donc dans la dépendance à la nicotine et à la méthamphétamine. Au niveau statistique, bon, bien sûr, on a fait des analyses univariées de nos différentes données, et ensuite on a fait des analyses bivariées en fonction de nos groupes génotypiques, et ensuite on a fait des analyses multivariées, donc soit par régression linéaire ou logistique, sur nos critères d'évaluation, donc la note à l'échelle de Hamilton, le pourcentage de répondeurs, le pourcentage de rémission, en prenant 6 covariables en compte, qui sont des covariables dont on sait qu'elles peuvent avoir une influence sur la réponse au traitement antidépresseur. Donc l'âge, le sexe, la classe de traitement antidépresseur qu'on a choisi, la durée de la maladie dépressive sur la vie entière, les antécédents de traitement antidépresseur, et on a fait attention aussi à un groupe particulier de patients qui n'avaient reçu aucun traitement antidépresseur dans l'année précédente, c'est ce qu'on appelait les patients drug-free. Et enfin, on a fait des modèles linéaires mixtes, prenant en compte l'effet du patient, parce que vous verrez qu'il y a une attrition qui est quand même importante dans la cohorte, avec des patients qui sortent de l'étude avant 6 mois. Et pour prendre en compte ce paramètre-là, donc un des statisticiens rattachés à la cohorte, Khalil El-Asmar, a fait des modèles mixtes. Voilà. Donc, au niveau des résultats, comme je vous disais, donc tous les patients ne sont pas suivis jusqu'à 6 mois. La durée moyenne de suivi est de 4,9 mois. On a 62% de patients qui sortent d'études prématurément pour diverses raisons, mais la plus importante est l'arrêt du traitement introduit au début. Je vous en parlerai un petit peu par la suite, mais c'est des chiffres qui en fait sont assez classiques dans ce type de suivi de cohorte. On a obtenu un échantillon d'ADN pour 566 patients. La grande majorité étaient des patients caucasiens, certains étaient afro-antillais ou asiatiques. Et selon les contraintes techniques, on a pu obtenir le génotypage de 540 à 564 patients selon les polymorphismes. Je vais vous présenter les résultats de 2 polymorphismes qu'on a trouvé effectivement avoir une influence sur la réponse au traitement antidépresseur. Les 3 autres n'ont pas montré de résultats significatifs. Donc, tout d'abord sur les analyses, sur les données sociodémographiques et rétrospectives. Alors il y a peu de choses à retenir. Là vous avez le premier polymorphisme, donc avec son nom qui est toujours difficile à retenir, le RS4522-461, et là c'est le deuxième polymorphisme, donc avec son nom également. Ils sont à chaque fois mis en 2 groupes génotypiques. Et bon, ce qu'on voit, c'est juste qu'il y a un polymorphisme pour lequel les groupes génotypiques n'étaient pas strictement équivalents au niveau de l'âge des patients, mais ceci a été pris en compte dans les analyses multivariées. Voilà. Pour tout le reste, les groupes étaient tout à fait équivalents.
Alors pour le premier polymorphisme, où on a trouvé une influence sur la réponse au traitement antidépresseur, vous avez ici la note Hamilton au cours du temps, donc à l'inclusion AM1, AM3, AM6. Et là, il s'agit des analyses bivariées, et on voit qu'à M1, on observe qu'il y a un génotype, le génotype GGGT, qui montre une note de Hamilton plus élevée. Et ceci est significatif à M1. Voilà. Après, à M3, M6, les résultats ne sont pas significatifs. D'autre part, si on regarde le taux de répondeur et le taux de rémission, donc ici dans les couleurs claires, vous avez les taux de répondeur, et dans les couleurs plus foncées, le taux de rémission. Donc on voit toujours que les patients GGGT sont moins répondeurs que les patients TT, mais ceci n'est pas significatif en analyse bivariée, donc il s'agit simplement d'une tendance. Lorsqu'on a effectué les analyses multivariées, donc ici vous avez les deux groupes génotypiques, les données à 1 mois, 3 mois et 6 mois. Et ici, donc ça c'est les analyses bivariées et les analyses multivariées, on n'obtient pas de choses significatives en multivariées. Mais comme je vous le rappelais, on perd quand même un nombre significatif de patients au cours du temps. Donc on a eu le besoin de faire des analyses en modèle mixte. Et ce qu'on trouve donc dans ce modèle qui est sur la note Hamilton au cours du temps, sur 6 mois, on voit qu'il y a quand même une influence du polymorphisme sur la note Hamilton au cours du suivi de 6 mois, lorsqu'on prend en compte le fait qu'on a moins de patients au cours du temps. Voilà, alors avec un coefficient qui est à 2,9 ici, puis là il y a l'ensemble des covariables qu'on a pris en compte. Pour le deuxième polymorphisme, on a toujours une différence en analyse bivariée au niveau de la note de Hamilton, une différence qui est significative à M1 et à M6, avec un génotype AAAC qui montre une note plus élevée à l'échelle de Hamilton. Et au niveau des taux de réponse et des taux de rémission, il y a quelque chose d'assez intéressant à M6, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a ce génotype AAAC qui est associé à une réponse moindre et un taux de rémission plus faible à 6 mois. Ceci est confirmé dans les analyses multivariées avec des choses significatives à 1 mois, à 6 mois pour la note de Hamilton et pour le taux de rémission à 6 mois qui est quand même quelque chose d'important au niveau clinique. Dans le modèle mixte sur la note Hamilton sur 6 mois, on trouve à nouveau une influence de ce polymorphisme sur cette note au cours du temps, avec un coefficient à 1,1. Voilà. Donc au final, on trouve une association de deux polymorphismes de la bêta-arrestin 2 avec la réponse au traitement antidépresseur. Donc on a mis en évidence deux génotypes qui sont associés à une note Hamilton plus élevée sur 6 mois. C'est la première étude à notre connaissance qui montre une association entre ce gène et la réponse aux antidépresseurs. Les seules choses qu'on a dans le trouble thymique, c'est le fait que sur une étude, dans une population asiatique, il y a un haplotype de la bêta-arrestin 1 qui serait associé à un taux de rémission plus élevé dans un traitement, avec un traitement par mirtazapine. C'est les seules données qui existent à l'heure actuelle. Les limites de notre étude, alors tout d'abord, ces deux polymorphismes mis en évidence ici sont des polymorphismes dans des régions non codantes dont on ne connaît pas du tout la fonctionnalité. Alors bien sûr, ça peut être des régions régulatrices, ça peut être aussi des polymorphismes qui sont en déséquilibre de liaison avec un polymorphisme qui serait plus fonctionnel. Mais à l'heure actuelle, on n'a pas de données sur l'influence de ces polymorphismes sur la protéine bêta-arrestin 2 en elle-même. D'autre part, ce qu'on met en évidence, c'est des tailles d'effet qui sont relativement modestes, avec donc pour l'un d'entre eux un coefficient de 2,9, donc avec une différence de 2,9 au niveau de l'échelle de Hamilton. Donc ça reste des choses assez modestes en clinique. D'autre part, le taux d'attrition de la cohorte est élevé, donc, comme je vous disais, avec 62% de patients qui ne finissent pas l'étude. C'est un taux qui est tout à fait comparable à des cohortes comme la cohorte STAR-D qui est très étudiée aux États-Unis, et donc c'est quelque chose qui est classique dans les prescriptions en conditions naturalistes.
Enfin, donc, les perspectives sont, bien sûr, quand on fait une étude comme ça, quand on met en évidence une association d'un polymorphisme avec quelque chose, il faut pouvoir répliquer ce résultat dans une cohorte indépendante pour que les choses soient plus solides. Donc ça, ce serait une des premières choses à faire. D'autre part, on va faire une analyse haplotypique sur le gène bêta-arrestin 2 pour voir quel est le lien potentiel entre les deux polymorphismes mis en évidence. Et enfin, comme je vous ai dit, c'est dans l'idée d'étudier cette chaîne de signalisation en aval des récepteurs. Alors d'autre part, on ne sait pas là forcément en aval de quel récepteur on se trouve. Donc l'idée est de pouvoir étudier l'influence d'autres acteurs de la voie de signalisation. Alors soit le récepteur 2A à la sérotonine, le récepteur D2 à la dopamine, ou encore des choses plus en aval comme le GSK3 bêta. Parce qu'il est probable que, même si un polymorphisme a une taille d'effet relativement faible, la combinaison de plusieurs polymorphismes ayant une influence sur le traitement antidépresseur peut être quelque chose de particulièrement intéressant à étudier en clinique. Voilà, et j'ai fini, donc je vous remercie, puis je remercie l'ensemble de l'équipe dépression, plasticité et résistance aux antidépresseurs, donc avec qui j'ai pu travailler soit en clinique soit en préclinique, et puis aussi l'équipe de pharmacogénétique de Bicêtre qui a permis de beaucoup contribuer à ce travail avec le professeur Beckmont et le docteur Céline Swift. Voilà. Et je vais passer la parole à Jean-Philippe pour la suite. On fait les questions maintenant ou à la fin? À la fin. À la fin. Pas IM? Pas de questions bouillantes. Oui, allez-y, allez-y. En fait, j'avais deux questions. Une première question sur la durée du suivi de 6 mois. Pourquoi cette durée-là, pourquoi un peu plus lent? Et si vous avez regardé les possibilités de récidive? Disons que ce n'était pas forcément le but de l'étude, de cette cohorte. C'est vrai que 6 mois, c'est déjà une bonne durée de suivi. Donc oui, il y a des possibilités de récidive, bien entendu, avec tous les patients qui ont un trouble dépressif. Mais après 6 mois c'est difficile de suivre des patients au-delà de 6 mois, avec plutôt 60% des personnes qui... Alors, les patients qui sortaient de l'étude n'étaient pas forcément en rupture de suivi. C'est-à-dire que... C'était ceux pour lesquels le traitement peut-être n'était pas assez adapté. Voilà, alors c'était soit des patients qui pouvaient arrêter le traitement, soit le choix du clinicien aussi de changer le traitement. Voilà, il pouvait y avoir plein de raisons aux sorties d'études, mais les gens n'avaient pas forcément, d'ailleurs non, ils continuaient à être suivis, on pouvait leur proposer d'autres choses, et voilà. Est-ce que vous avez vu selon les modalités de prescription, parce que apparemment le prescripteur avait le choix de suivre le choix de la prescription et des modalités de prescription. Est-ce que vous avez regardé la réponse thérapeutique selon les choix? Et si les choix en fait de prescription pouvaient en fait modifier la réponse finale? Disons que c'était pas franchement le but de cette étude parce qu'il y a énormément de données là-dessus. En fait, c'est-à-dire que on sait quand on introduit un traitement antidépresseur à l'heure actuelle qu'il y a environ 35% des personnes qui vont y répondre et puis une grosse majorité qui ne va pas y répondre. Donc on a l'habitude d'aller de changer les traitements l'un par rapport à l'autre. Il n'y a pas forcément de classification dans les traitements antidépresseurs. Selon leur efficacité. Après, il y a des choses surtout dans les habitudes internationales, c'est surtout qu'on choisit des traitements avec le moins d'effets secondaires au début, et puis on va pouvoir aller vers des traitements après qui ont peut-être plus d'effets secondaires si les patients ne répondent pas en premier lieu à un traitement, mais on ne va pas forcément aller tout de suite vers des traitements très agressifs dans un premier temps. Mais disons que ça, c'est les habitudes de prescription. Enfin, on n'a pas vraiment regardé, je ne sais pas si vous voulez rajouter... Oui, deux, trois choses. Sur la durée de 6 mois, c'était difficile de choisir la durée de cette cohorte. L'objectif principal de cette cohorte était de tenter de mettre en évidence des effets métaboliques associés au traitement d'épisodes dépressifs. Sachant que les médicaments antipsychotiques induisent des effets métaboliques qui surviennent en quelques semaines, on s'est dit qu'une durée de 6 mois était raisonnable, sachant par ailleurs que la durée d'un premier épisode dépressif par antidépresseur, la durée recommandée, à l'époque était de 6 mois. Elle est aujourd'hui d'un petit peu plus.
Voilà la raison pour laquelle on a choisi 6 mois. Mais évidemment, on aurait pu faire plus long. Le seul problème, c'est que si on avait fait 1 an, compte tenu de l'attrition, on aurait pu eu beaucoup de patients. Donc j'ai pas trop de regrets de ce côté-là. Voilà. Vous avez parlé de récidive. Alors effectivement, dans la cohorte, il y a des patients qui s'améliorent et qui après, de nouveau, vont moins bien. Alors, quand on parle de récidive, c'est une très mauvaise traduction française d'ailleurs du terme anglais récurrence. C'est de ça que vous parlez? C'est de ça. Oui. On a quelques patients récurrents, mais en l'occurrence, ce sont des récurrents très précoces. Donc, on ne peut pas en faire grand-chose dans cette cohorte. Alors, on pourrait retourner voir dans cette cohorte, a posteriori, combien ont été suivis et réhospitalisés pour des récurrences, mais ça serait encore autre chose. Concernant la réponse différentielle selon les classes de médicaments antidépresseurs, on sait que la littérature, d'une part, et la pratique clinique et les avis d'experts d'autre part, mettent en évidence les différences d'efficacité selon les classes. Dans cette cohorte, on est un petit peu embêté pour étudier ça, parce que, comme on n'est pas randomisé, qui est une des limites de la cohorte, comme on n'est pas randomisé, on se trouve à l'inclusion des patients dans l'étude avec des différences intergroupes de traitement qui sont déjà majeures. D'accord? Et de ce fait-là, c'est pas très facile d'étudier dans cette cohorte les différences de réponse liées à la classe de traitement. En gros, on retrouve très bien que les patients traités par ISRS sont des patients de première intention, que ceux qu'on traite par électrochoc, c'est des patients qui ont eu tous les autres traitements avant, qui sont sévères, comorbides, plus âgés et compagnie. Enfin voilà, donc pas très facile à étudier. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Bon. Moi, j'en ai encore une. Vous avez choisi les SNP au départ, puisqu'ils avaient un lien avec des comportements addictifs. Est-ce que vous avez une idée du comportement éventuellement addictif ou des addictions des patients dans la cohorte? Alors en fait c'était un critère d'exclusion, voilà, d'avoir un trouble addictif. Donc a priori, alors on n'a pas de trouble addictif de dépendance à des substances, alors en dehors du tabac. Voilà, où ça, on a les données effectivement dans la cohorte. Donc on a alors le nombre, le statut fumeur ou non, et on a leur consommation globale sur vie entière estimée en paquets années. Voilà. Mais c'est vrai qu'on n'a pas du tout de patients avec des dépendances ni à la méthamphétamine, ni aux opiacés. Voilà, c'est un critère d'exclusion. Ni à l'alcool. Ni à l'alcool. Oui. On a un tiers de tabagique. Pardon, ce qui est conforme aux données de la littérature. Il faudra peut-être documenter un petit peu dans l'article la taille d'effet qu'on retrouve versus la taille d'effet qui est mise en évidence dans ces études de patients addicts. Oui. Je ne l'ai pas en tête d'ailleurs. Elle est très différente ou pas? Je ne me rappelle pas comme ça. On a juste quelque chose effectivement sur la méthadone, donc je regarderai. Il faut regarder pour la discussion. Parce qu'on a un résultat significatif. Ok, mais la question qui se pose ensuite pour nous cliniciens, c'est est-ce que la taille d'effet est pertinente? Est-ce que ça vaut le coup de développer cet aspect-là, cette voie? Bon, on n'a quand même pas une taille d'effet absolument majeure, mais tout de même, pour des analyses de SNP en pharmacogénétique, de la vraie vie, on a tout de même un effet. Donc, ce que j'ai pas bien compris, c'est qu'on s'attend à ce que ce gène soit associé à une meilleure réponse au traitement pour tous les types de traitements, ou finalement on pense qu'il y a peut-être une interaction avec le type de traitement aussi, parce que du coup, peut-être que l'effet serait beaucoup plus important si cette association se restreignait à un type de traitement en fait. Donc ça soulève à nouveau la question de en fait, vous avez analysé sans regarder les interactions par type de traitement, mais au fond, ça serait aussi peut-être l'idée de regarder l'interaction entre le gène et les types de traitement pour voir si ça se limite plus à une catégorie de traitement. Oui, on peut essayer de regarder les interactions dans les modèles. Alors moi, dans mon souvenir, dans les modèles multivariés, donc non mixtes, j'avais pas vu d'interaction. Mais bon, voilà, on n'a pas regardé dans les modèles mixtes, je dois avouer, mais dans les modèles, en tout cas de régression linéaire et logistique, il n'y avait pas d'interaction entre le gène et la classe de traitement.
fait, parce que j'ai vu qu'un des SNIF, celui qui est à gauche, par là, Oui. en fait, vous l'avez traité de manière excessive, donc du coup, le nombre de personnes qui ont la catégorie à risque est très très faible. Il y a 18 personnes, donc en fait, pour voir une interaction avec 18 personnes, c'est pratiquement impossible. Donc il faudrait peut-être regarder aussi d'autres modèles génétiques. Bah, disons qu'on est toujours limité au niveau puissance, c'est vrai. Après, c'est pour ça aussi que je disais qu'il serait intéressant de voir des combinaisons entre différents gènes, parce que déjà on ne sait même pas ces effets qu'on voit avec la bêta-arrestine 2, avec quel récepteur, alors au singulier ou au pluriel, cela peut être en lien, on n'a pas d'idée mécanistique effectivement derrière. Donc après, pour voir quand on se dit ça peut agir plus sur une classe de traitement, c'est qu'on a une idée mécanistique un peu, voilà. Et là, on est vraiment bloqué parce qu'on ne connaît pas les fonctionnalités de ces SNP. Et nous, on n'a pas de données encore pour savoir si on va plus vers une interaction avec un récepteur, par exemple à la sérotonine ou à la dopamine. Voilà, ça reste à explorer en fait. Mais c'est vrai qu'on est limité sur les données cliniques avec la puissance. Donc après, il faut voir comment débrouiller les choses par d'autres moyens. Et là, par exemple, en regardant des combinaisons génétiques. On a des données aussi sur cette cohorte sur le fait qu'il y a un polymorphisme du récepteur 2A à la sérotonine qui a aussi une influence sur la variabilité du traitement antidépresseur. Voilà, on va pouvoir croiser éventuellement avec ça. On a d'autres données génétiques qui ne sont pas encore exploitées. Voilà, donc on pourra aller vers là. Et quelques résultats d'ailleurs déjà publiés sur des interactions entre classes d'antidépresseurs et polymorphisme du valsartan et du BDNF. Mais là, effectivement, il n'y avait pas. Comment est-ce que tu imagines de rechercher le récepteur qui est en amont de la bêta-arrestine sans aller à la pêche à la ligne? Disons qu'on a déjà des candidats majeurs là, qui sont les récepteurs qu'on connaît être en interaction avec la bêta-arrestine. Bon, les deux gros candidats, c'est quand même le récepteur 2A à la sérotonine et le récepteur D2 à la dopamine. Après, effectivement, il y a aussi des interactions avec des récepteurs noradrénergiques et glutamatergiques. Bon, on a les données sur HTR2A, on a les données sur le récepteur D2, mais c'est pas exploité. Donc on va pouvoir regarder si on voit aussi une influence de polymorphisme du D2, par exemple, et essayer de croiser les choses ensemble. Mais on ne pourra pas faire plus, enfin je veux dire avec des données cliniques, on ne va pas avoir quelque chose de mécanistique, ça c'est sûr. C'est pour ça qu'on a besoin des précliniciens. Voilà, très belle transition. Deux mots sur Jean-Philippe pendant qu'il s'installe. Donc Jean-Philippe a un parcours de scientifique. Il a une formation à l'université de Nantes. Et puis ensuite, il est venu faire une thèse d'université dans mon laboratoire, donc à la fac de pharmacie à Châtenay-Malabry. Et puis, il a très tôt signifié que l'aspect enseignement et recherche l'intéressait. Donc, dans l'optique d'un recrutement futur à la faculté, on a discuté ensemble d'une stratégie qui pouvait lui permettre d'aboutir à ce recrutement. Et donc, il est parti se former sur les micro-arrêts dans un très bon laboratoire qui était à l'époque à Pittsburgh, qui était dirigé par Étienne Civil, qui maintenant a muté au Canada. Et donc, il a passé presque 3 ans chez Étienne pour se former à cet aspect scientifique extrêmement important qui n'était pas développé au laboratoire. Donc c'était ce qu'on avait imaginé ensemble, c'est-à-dire d'apporter au laboratoire des choses qui n'existaient pas. Et donc ça a favorisé son retour. Il a d'excellentes publications, notamment dans Molpsy chez Étienne. Et donc il a passé le concours, réussi le concours, donc il est maître de conférence au laboratoire depuis 2008. Ouais. Donc à toi. Merci. Bonjour. Donc je vais suivre un peu, on est toujours dans le projet ANR qui vous a été présenté par Anne-Cécile Petit. Je vous présenterai ce qu'on a obtenu en bêta-arrestine sur la fin.
on s'intéresse à d'autres processus cellulaires qui se déroulent au niveau du système nerveux central chez la souris, et d'ailleurs chez l'humain également, qui est la neurogénèse, et qui, selon nous, participe au phénomène de non-réponse et de résistance au traitement antidépresseur. J'avais remis des diapositives d'introduction sur la dépression majeure, parce que je ne savais pas trop quel pouvait être le public auquel on était confronté. Donc c'est une pathologie donc, qui a une prévalence de l'ordre de 10%, 10 à 15%, avec une prévalence d'ailleurs qui est double chez la femme par rapport à la population masculine. C'est une pathologie qui est chronique, récurrente et qui va contribuer au développement et à l'apparition de pathologies systémiques de type cardiovasculaire, diabète, etc. Et on peut dire que, comme l'a dit tout à l'heure Anne-Cécile, en fait, on a des traitements pharmacologiques qui sont vraiment assez inadéquats, sachant que 50% seulement des patients vont présenter une rémission au traitement. Si on regarde le cours d'une pathologie dépressive chez un patient, donc si vous prenez la ligne de métro de votre état mental, donc vous êtes dans l'état normal, en fonction donc, de la magnitude des symptômes dépressifs, eh bien, vous allez pouvoir déclencher un premier épisode dépressif. Et suite à la mise en place d'un traitement antidépresseur, eh bien, dans le meilleur des cas, vous allez répondre au traitement, présenter une rémission et qui va se poursuivre dans le temps. Mais on observe que tout d'abord, eh bien, ce chemin pour la rémission est difficile, et tout d'abord parce qu'on a 50% des patients qui ne vont pas répondre au premier traitement antidépresseur qui leur sera administré. Donc dans ce projet clinique préclinique que nous avons développé avec le professeur Corum, eh bien, nous avions donc pour objectif d'essayer de déterminer quels pouvaient être les déterminants moléculaires et cellulaires de la réponse au traitement antidépresseur. Pour ça, on essaye donc le but étant effectivement peut-être d'identifier des nouvelles approches thérapeutiques et d'avoir une meilleure connaissance de la physiopathologie. Alors pour avoir une meilleure connaissance de la physiopathologie, on utilise nous au laboratoire des modèles animaux de dépression et on essaie de les développer, de les raffiner, puis surtout de les caractériser le mieux possible pour essayer de voir tous les aspects possibles de la dépression, parce que la dépression c'est une pathologie qui est syndromique, qui présente donc plusieurs symptômes. Et dans notre modèle animal, on a essayé de mettre en évidence le phénotype le plus détaillé possible de ce modèle. Ce qui nous permet ensuite après de travailler à une meilleure compréhension de la pathophysiologie et puis de mettre en évidence des marqueurs biologiques et puis cellulaires qui sont impliqués dans la réponse au traitement et qui permettront peut-être d'identifier des nouvelles approches thérapeutiques. Donc le modèle qu'on utilise au laboratoire, on peut dire que dans la littérature, il y a 3-4 grands modèles de dépression qui sont utilisés. Le modèle de stress chronique modéré, qui consiste à administrer des stress d'intensité modérée de façon chronique chez un animal, et ce qui induit un phénotype anxio-dépressif chez la souris. Et on sait que des stress chroniques modérés vont augmenter les taux de corticostérone chez l'animal circulant, et ce qui va précipiter cet état anxio-dépressif chez l'animal. Donc nous, au laboratoire, Denis David, qui est présent ici, a développé en collaboration avec le laboratoire du Dr René Hain à Columbia University à New York, un modèle qui est basé en fait sur une administration chronique de corticostérone pendant 4 semaines, exogène, dans l'eau de boisson, et ce qui va provoquer au bout de 4 semaines eh bien, un phénotype anxio-dépressif qui se caractérise déjà d'un point de vue physiologique par le fait que l'animal présente une fourrure qui s'est dégradée. Et puis voici les différents phénotypes qui sont caractérisés chez ces souris. Elles présentent donc une augmentation du poids, une anédonie qui a été observée par une diminution de la consommation de sucrose, un trouble anxieux qui est observé dans différents tests comportementaux, mais également d'autres paramètres qu'on retrouve chez certains patients dépressifs, des altérations de rythme circadien, des diminutions de l'expression de ce facteur neurotrophique BDNF, donc diminution qu'on retrouve au niveau hippocampique, et puis également des troubles cognitifs qu'on retrouve également chez les patients dépressifs. Donc c'est un modèle qui a ses limites, mais qui est extrêmement robuste et dans lequel on a observé des effets positifs de différents traitements antidépresseurs classiques, fluoxétine, reboxétine, agomélatine et puis même la sismothérapie. Voilà, donc là on avait mis en place un modèle de dépression.
la question qu'on avait ensuite, c'était est-ce que dans ce modèle animal de dépression, est-ce qu'on peut observer des phénomènes de dépression résistante? Alors avant de partir tout de suite sur la dépression résistante, on essaie d'abord de voir est-ce qu'on peut avoir des souris qui vont être répondeuses ou non répondeuses à un traitement chronique par antidépresseur. Alors là ici en fait c'est quelque chose qui a été observé dans notre laboratoire et qui a été également publié par Benjamin Samuels de l'université de Columbia aussi. Eh bien vous voyez ici on a des souris qui donc présentent à qui on a donné de la corticostérone pendant 4 semaines et qu'on va placer ici dans ce test dans lequel on a 2 pollens de nourriture qui sont placés au centre et la souris va être placée dans un conflit entre l'envie d'aller se nourrir, parce que la souris est à jeun depuis 24 heures, elle est dans un conflit entre l'envie d'aller se nourrir et la peur de ce disque blanc qui est fortement éclairé. Et donc elle est dans une situation de conflit. Et c'est un test qui répond très très bien à la fois aux anxiolytiques en aigu, mais également aux traitements antidépresseurs en chronique. Et c'est un texte qu'on appelle donc un texte mixte d'anxiété-dépression. Et donc on mesure la latence que l'animal peut mettre à aller se nourrir. Et on voit, là ici on prend en blanc, vous avez des animaux qui sont contrôle, en noir des animaux qui sont traités de façon chronique à la corticostérone, et vous voyez que les animaux traités de façon chronique à la corticostérone présentent une latence qui est augmentée, qui est évidemment complètement indépendante du fait qu'ils aient plus ou moins faim. Parce que ça c'est quelque chose qu'on vérifie. Et puis, lorsqu'on teste nos animaux, on voit qu'on peut avoir 2 populations différentes, des populations d'animaux qui sont répondeurs et des populations d'animaux qui sont non répondeurs. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on avait pu établir sur des expériences préliminaires. Le problème nous, quand on travaille en psychopharmacologie, on n'essaie pas de se baser uniquement sur un test, on essaie d'avoir une vision globale du comportement de l'animal. Et donc, on a mis en place un test qu'on appelle, pas un test, une mesure qui est l'Emotionality Score. Il n'y a malheureusement pas de traduction française de ce terme-là. C'est grosso modo l'échelle d'Hamilton dont vous parlez Anne-Cécile tout à l'heure, mais pour la souris. C'est-à-dire qu'on va passer nos souris dans différents tests, à la fois d'anxiété et de dépression, faire une normalisation des valeurs obtenues dans ces tests pour obtenir uniquement un score d'anxiété et dépression chez la souris. Donc ça c'est ce qu'on a développé, qui a été publié en 2011. Et plus ce score est élevé, comme dans l'Hamilton, plus la souris présente un phénotype d'anxiété et dépression. Et c'est ce paramètre que je vais utiliser dans les diapositives ultérieures. Donc on a repris toujours notre même protocole, c'est-à-dire qu'on soumet nos animaux à un traitement à la corticostérone pendant 4 semaines, on fait du comportement pendant 2 semaines, et puis après, pour établir le comportement basal de nos animaux, l'effet de la corticostérone, et puis après, on les switch sur fluoxétine, et puis on refait du comportement chez nos souris après 4 semaines de traitement. Et si on se base sur, on analyse non pas sur un test, mais sur différents tests et sur une population assez nombreuse d'animaux, eh bien, on observe effectivement, alors ici, là, vous voyez, c'est notre Emotionality Score, quand on est à 0, c'est notre groupe contrôle, il n'y a rien. Ça, c'est notre groupe véhicule, qui a reçu, en fait, c'est notre groupe corticostérone, donc qui a reçu de la corticostérone pendant 8 semaines. Et vous voyez qu'un traitement à la fluoxétine va diminuer ce score, donc cet Emotionality Score, et qu'on a bien 2 populations. Une population qui va être très bonne répondeuse, cette population représentée en vert, et puis une population de souris qui va être mauvais répondeur au traitement à la fluoxétine. Et on est dans des pourcentages qui sont à peu près similaires à ce qu'on observe dans la population. C'est-à-dire que 30% des animaux traités à la corticostérone, 30 à 50% en fonction des cohortes, sont non répondeurs. Alors chez ces animaux, une fois qu'on a établi le comportement, on s'est intéressé donc, à un processus cellulaire qui est celui de la neurogénèse. En fait, cette neurogénèse est la capacité que peut avoir, donc qu'on observe dans différentes régions cérébrales, qui sont donc le gyrus d'entrée de l'hippocampe et la zone sous-ventriculaire. Donc on peut retrouver des niches où va se produire donc, la production de nouveaux neurones à partir donc, de cellules souches qui vont soit se différencier en neurones, soit en cellules gliales. Et on va donc regarder si un traitement antidépresseur, on sait qu'un traitement antidépresseur, c'est quelque chose qui est maintenant extrêmement validé, on sait que quasiment tous les traitements antidépresseurs et la sismothérapie vont augmenter la neurogénèse hippocampique chez l'animal. Et on sait, par les travaux de Denis, que si on bloque cette neurogénèse, eh bien, on perd une partie des effets de l'antidépresseur. Ce qu'on ne savait pas pour l'instant, c'est est-ce que des animaux qui sont non répondeurs sont aussi des animaux qui vont avoir une neurogénèse qui est affectée. Et donc on a regardé pour cela différents aspects donc, de cette neurogénèse, la prolifération et la survie cellulaire. Et ce qu'on observe, c'est que des animaux qui répondent à un traitement vont avoir une prolifération cellulaire qui est augmentée et que la survie cellulaire semble être
moins bonne chez des animaux qui sont non répondeurs à un traitement antidépresseur. Ensuite, on s'intéresse à l'arborisation de ces neurones. C'est pas tout d'avoir une prolifération de cellules ou une survie cellulaire. Il faut aussi savoir si est-ce que ces neurones présentent une bonne arborisation dendritique. Et pour cela, on regarde donc le marquage à la double cortine. Et ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, eh bien, on a un marquage qui est plus faible chez les animaux qui sont non répondeurs à la fluoxétine, et ça se caractérise par un index de maturation, si vous voulez, donc un index de la maturation de ces neurones, qui est beaucoup plus faible donc, chez nos répondeurs par rapport aux répondeurs. Donc, a priori, on montrait dans ces premières expériences que eh bien, des animaux qui sont non répondeurs à un traitement eh bien, présentent D'abord, on montrait qu'on pouvait observer donc, des phénomènes de réponse-non-réponse chez nos animaux, dans des proportions qui sont à peu près similaires à ce qu'on a chez l'humain, et qu'en plus, eh bien, on avait une neurogénèse qui était affectée chez des animaux qui étaient non-répondeurs. Voilà, donc ça, on est dans de la non-réponse. Maintenant, pharmacologiquement et cliniquement, en fait, la résistance à un traitement antidépresseur, elle est caractérisée par le fait que des patients ne vont pas répondre à 2 traitements antidépresseurs successifs et qui sont de nature pharmacologique différente. Donc pour valider ça, eh bien, chez la souris, on a réalisé des expériences où on va séparer les animaux en répondeurs et non-répondeurs après un premier traitement à la fluoxétine. Alors évidemment, tout d'abord, on va faire une imprégnation à la corticostérone pour rendre tous nos animaux dépressifs, enfin la majorité d'entre eux. Et on les switch après sous fluoxétine pour essayer donc d'obtenir des animaux qui sont répondeurs et des animaux qui sont non répondeurs. Et puis les animaux qui sont non répondeurs, d'ailleurs comme les animaux qui sont répondeurs, on les a ensuite séparés en 2 groupes, des animaux qui vont être traités à l'imipramine, donc il y a un tricyclique, et puis un autre groupe d'animaux qu'on va maintenir sous fluoxétine. L'idée, c'est de savoir, est-ce que ici, les animaux qui vont être non répondeurs à la fluoxétine et non répondeurs à l'imipramine, donc qui seront des vrais résistants au sens clinique du terme, eh bien, présentent des altérations de la neurogénèse. Donc, c'est des expériences qui sont relativement longues parce qu'il faut compter donc là 4 semaines de traitement à la corticostérone, plus 2 semaines de comportement, plus 4 semaines du premier traitement. En fait, donc ça dure, il faut compter 3 à 4 mois, même plus 4 à 5 mois d'expérience afin d'obtenir donc des animaux qui sont résistants. De plus, il faut remarquer qu'il faut des cohortes qui soient assez grandes parce que comme à chaque fois on essaie à 30%, 30%, etc., eh bien on a des pourcentages dans les différents groupes qui sont relativement faibles. Donc ici, on a effectivement, à chaque fois, on a réussi à obtenir des animaux qui sont non répondeurs, pas forcément tout le temps dans les mêmes pourcentages que ce qu'on a pu observer d'une cohorte à l'autre, mais on obtient bien des animaux au final qui sont soit répondeurs, soit non répondeurs, voire même donc résistants. Et en termes de neurogénèse, eh bien, on a également regardé les différents aspects de la neurogénèse chez les animaux. En regardant la survie cellulaire, vous voyez qu'ici, tout de suite, les animaux qui répondent au traitement se dénotent des animaux qui ne répondent pas au traitement, qui sont représentés ici en violet et rose. Et en rose, vous avez ici évidemment le groupe des animaux qui sont complètement résistants. C'est-à-dire que ceux qui sont ici peuvent avoir répondu à une première étape, puis après ne pas répondre. Donc là, en rose, vous avez le groupe des résistants, qui se séparent bien là aussi, donc qui ne se séparent pas de façon statistiquement significative du groupe non-répondeur, mais on observe effectivement, en fonction de l'état de l'animal, une gradation dans la survie cellulaire. La même chose d'un point de vue prolifération cellulaire donc dans le gyrus dentelé, eh bien on observe qu'il y a une différence statistiquement significative entre les animaux qui sont répondeurs et les non-répondeurs, et que les résistants sont toujours ceux qui présentent une prolifération cellulaire qui est affectée. Pour la maturation cellulaire, pour l'instant, on n'a pas fini tous les comptages, mais on semble avoir là également, comme je vous le disais, une gradation, en ayant toujours des répondeurs qui se séparent, qui se dénotent en termes d'arborisation dendritique, de maturation neuronale, des animaux qui sont non répondeurs et des animaux qui sont résistants. Donc voilà pour l'aspect cellulaire observé donc dans notre modèle de résistance. Et donc dans ce modèle, nos perspectives là, c'est de travailler sur les taux de bêta-aristine. Alors Anne-Cécile vous a parlé du rôle des bêta-aristines dans la réponse et leur rôle au niveau cellulaire, pardon. Et en fait, pourquoi on s'est intéressé à la bêta-aristine? Ça vient tout d'abord des travaux
qu'avait réalisé Denis David lorsqu'il a mis en place ce modèle CORT, où il observait des variations d'expression de bêta-aristine chez des animaux qui étaient traités à la corticostérone, puis après avec un traitement antidépresseur, que ce soit dans l'hypothalamus, mais également au niveau de l'hippocampe. Et il avait observé également que si on reprend le même modèle, le même test, donc le novelty suppressing, eh bien, si on regarde chez des animaux sauvages, donc non mutés, eh bien, un traitement chronique à la fluoxétine diminue le temps de latence à aller se nourrir des animaux, comme on l'a vu tout à l'heure. Et si on travaille chez des animaux qui sont mutés pour la bêta-aristine de type 2, eh bien, on perd l'effet des antidépresseurs. Donc déjà, on avait une évidence préclinique du rôle de ces bêta-aristines dans la réponse au traitement antidépresseur en travaillant chez des animaux KO, qui sont un peu, c'est un modèle un peu fort, mais dans lequel on voit effectivement une absence de réponse. On a également des évidences cliniques de ce rôle des bêta-aristines, notamment par tous les travaux de l'équipe d'Avissar, qui montrent que cette bêta-aristine 2, au niveau périphérique, lorsqu'on la dose dans les PBMC, eh bien on observe une diminution de son expression chez les patients qui sont dépressifs non traités, et que cette diminution d'expression est réversée après un traitement antidépresseur. Je reviens sur votre question sur les différentes classes pharmacologiques. Et en fait, dans les études de Avissar, elle a des patients qui sont traités soit par fluoxétine, soit par ISRS, soit par tricyclique, et il n'y a pas de différence en fait. C'est indépendant, cette variation de bêta-aristine 2 sont indépendantes du traitement antidépresseur, en tout cas sur ces classes-là. Et donc ça c'était l'expression de bêta-aristine 2 et également de bêta-aristine 1. Alors Indira David, qui est ici présente, elle a mis au point au laboratoire le dosage donc, de bêta-aristine par Western blot, et toujours donc, sur les éléments circulants et sur les PBMC. Et elle a pu donc mettre en évidence qu'après un traitement chronique, d'abord qu'on est comme en physiopathologie, effectivement lorsqu'on administre de façon chronique la corticostérone, eh bien, les taux de bêta-aristine 1 au niveau circulant vont diminuer, et qu'après un traitement chronique, mais pas un traitement subchronique de fluoxétine, donc d'un antidépresseur, on va avoir une réversion donc des effets de la corticostérone et une réexpression à des taux proches des baselines de la bêta-aristine chez nos souris. Et puis on a d'autres projets avec une doctorante qui va soutenir sa thèse dans un mois, où on a délété en fait l'expression de cette bêta-aristine dans des cellules souches de l'hippocampe. On revient donc au niveau cellulaire, et de façon donc conditionnelle et tissu spécifique, on peut enlever la bêta-aristine 1 au niveau donc des cellules souches, et c'est ce qui a été observé, ce qui a été confirmé par les cultures de ces cellules souches. Et si je regarde ici donc mon emotionality score, c'est-à-dire mon score d'anxiété-dépression chez l'animal, on observe que chez les souris wild type, eh bien, un traitement à la fluoxétine va diminuer le score, c'est-à-dire que l'animal va présenter donc une anxiété et dépression qui va être moindre, et que chez les souris pour lesquelles on va supprimer l'expression de bêta-aristine uniquement au niveau des cellules souches de l'hippocampe, eh bien, on va perdre l'effet antidépresseur chez ces souris. Montrant bien ici le rôle de cet élément cellulaire dans la réponse au traitement. Donc voilà, donc au laboratoire, on a pu mettre en évidence qu'il était possible de mettre en place un modèle donc, de dépression résistante, et donc d'animaux qui sont non répondeurs à la fois à un premier traitement, mais également à 2 traitements pharmacologiques successifs. Que cette dépression résistante elle est associée avec donc une neurogénèse qui est affectée, une neurogénèse adulte au niveau de l'hippocampe qui est affectée, avec donc une prolifération cellulaire et une maturation qui est plus faible chez les patients qui sont non répondeurs par rapport aux patients répondeurs. Et ce qui confirme bien donc les résultats précédents montrant le rôle de la neurogénèse donc dans la réponse au traitement antidépresseur. Les perspectives là, sur ce travail sont pour l'instant, donc on a la neurogénèse chez nos cornes de souris non résistantes, et on est en train de faire le dosage de bêta-aristine 2 au niveau donc, des PBMC, afin d'observer si on observe là également des différences de réponse-non-réponse, des différences d'expression de bêta-aristine 1 en fonction du statut répondeur ou non répondeur de l'animal. Voilà, j'ai à peu près les mêmes... Donc bien sûr, ce travail ne serait pas possible sans son étudiante en thèse, le Dr Marianne Kiri.
le professeur Alain Gardier évidemment, Denis qui a mis en place ce modèle, Indira David qui a mis en place le Western Blot Beta Racine 2, et ce qui nous permet donc de pouvoir donc, travailler sur ces aspects-là. Et puis bien sûr nos interactions avec l'équipe clinique et avec nos collaborateurs. Merci. Bien. C'est un petit peu exotique pour les collègues du CESP, faire un petit détour par le comportement animal. Je ne sais pas si c'est pour vous une source de stimulation intellectuelle, une question. Déjà, vous voyez une des difficultés auxquelles on a été confronté, c'est que quand on a commencé à collaborer avec l'équipe d'Emmanuel, c'est que, contrairement à ce qui se fait en clinique, nous, on utilise dans nos expériences pratiquement la fluoxétine, uniquement la fluoxétine, rien que la fluoxétine, parce qu'on en connaît très bien la pharmacocinétique chez l'animal, et que ce que Denis et puis ses successeurs au labo ont mis au point, c'est un modèle d'altération de l'axe hypothalamo-hypophysaire et puis une correction de ce modèle avec ce traitement à la fluoxétine. Donc on n'arrive pas, enfin on a forcément des différences de protocole entre la clinique et la préclinique. Et ça a été oui, l'objet de pas mal de discussions entre nous déjà. Après, il y a bien sûr la définition de ce qu'est une souris déprimée. Et alors là, on peut discuter très abondamment sur cet aspect-là. Donc c'est pour ça que nous, grâce à Emmanuel et à son équipe, on précise bien que c'est un modèle anxio-dépressif et qu'il est plus facile chez l'animal d'évaluer les troubles anxieux que les troubles dépressifs, bien entendu. Donc vous voyez qu'il y a un gros effort qui a été fait avec l'Emotionality Score que Jean-Philippe a mis au point chez KNCB pour essayer de trouver des concordances entre la préclinique et la clinique, et cet aspect translationnel qui n'est pratiquement pas réalisé, en tout cas en France très peu, beaucoup plus aux États-Unis. Alors, ce qu'on ne vous a pas dit avec Anne-Cécile, c'est qu'on a regardé des polymorphismes de bêta-arrestine 1. Oui. Pour illustrer un peu la complexité. Et qu'on n'a pas de résultats significatifs avec le bêta-arrestine 1. Voilà. En tout cas, avec les polymorphismes qu'on a étudiés, on en a choisi 5 aussi. Et dans cette cohorte, de petite taille tout de même. Le translationnel, finalement, on dit partout, notamment à l'INSERM, il faut faire du translationnel. Et quand on essaie de rentrer un petit peu là-dedans, on s'aperçoit que très peu d'équipes en font. Et puis la phase, pour moi, le stade suivant, c'était de me dire, mais pourquoi très peu d'équipes en font Je commence à me dire que c'est peut-être parce que c'est pas très facile. Quand même. Et puis on a une difficulté d'évaluation par les journaux. C'est-à-dire qu'on a essayé de mettre des données précliniques et cliniques dans la même publication, et ça reste quand même extrêmement compliqué parce que les reviewers sont forcément spécialisés, donc ils envoient les papiers à étudier à des précliniciens qui ne comprennent pas la clinique ou à des cliniciens qui sont moins au courant de ce qu'on peut faire en préclinique. Donc ça reste, c'est toujours pareil, c'est très fréquent, c'est faites, pourquoi vous ne le faites pas, et puis quand on se retrousse les manches pour arriver à le faire, on aborde un certain nombre de difficultés, comme par exemple, JP, si tu veux dire 2 mots sur le modèle cohorte chez les femelles, chez les souris femelles, puisqu'il y a oui, c'est quelque chose qu'on n'a pas abordé, mais nous, ouais. je vous disais en début d'intro, la dépression c'est une prévalence double chez la femme que chez l'homme, et donc l'idée c'est d'avoir de toute façon un modèle qui fonctionne à la fois chez des femelles et chez des mâles. Donc, le problème c'est que le modèle cohorte, on a essayé par tous les moyens et ça ne marche pas du tout chez la femelle en fait. Donc, en tout cas dans la souche qu'on utilise, etc. Parce que on essaie d'avoir des souches de souris aussi qui soient compatibles avec les animaux, les modèles qu'on peut avoir, les modèles génétiquement modifiés qu'on peut avoir. En tout cas avec la souche B6, on a essayé différentes choses, on n'y arrive pas. Mais bon, le modèle, comme on le disait tout à l'heure, effectivement on ne peut pas avoir forcément des idées suicidaires chez la souris, c'est relativement difficile à obtenir. Mais on essaie de combattre ça, nous, en développant
en essayant de voir tous les autres aspects qu'on peut avoir, phénotypiques qui peuvent être modifiés dans notre modèle, que ce soit les aspects cognitifs, donc le sommeil, pour essayer de voir, de vraiment caractériser au mieux notre modèle, pour en reconnaître les limites et les forces, et pourquoi on continue à l'utiliser. Donc voilà. Parce qu'effectivement, la relevance clinique de donner de la corticostérone à quelqu'un et qu'il devienne dépressif, bon, mais voilà. Mais après, c'est un modèle qui est extrêmement robuste, et puis qui a l'avantage de